Mettre le monde en statistique. Nouvelle maladie chronique. Société passée à la loupe. Que l'on décortique, qu'on découpe en catégorie pourcentage. Frénésie, folie des sondages. Humanité, mode d'emploi. Graphique, barème et quotas. Francis, quatrième émission consacrée à la sociologie. Aujourd'hui, tu vas développer le thème de la famille. Pourquoi étudier la famille ? Parce que la famille, c'est une structure fondamentale de la société. Nous avons tous eu une famille. Puis, elle a un rôle central dans la socialisation et dans la transmission de la culture. Qu'est-ce que la famille ? Alors, c'est un ensemble de personnes qui sont reliées par des liens spécifiques. Alors, finalement, qu'est-ce qui différencie la famille comme groupe social des autres groupes sociaux ? Eh bien, c'est qu'il y a trois types de liens entre les membres d'une famille. Il y a un lien d'abord conjugal, entre deux personnes, un lien, ils sont ensemble. Et puis un lien de filiation, c'est-à-dire on sait que telle ou telle personne est fils ou fille d'eux. Et puis il y a un lien de germanité, c'est-à-dire on est frère ou sœur de quelqu'un. Pourquoi la famille ? Oui, alors ça peut paraître quelque chose, une question un peu bizarre, mais nous sommes des animaux et les animaux ne connaissent pas tous des familles. Par exemple, il y a des animaux, il n'y a pas de famille, il n'y a pas le papa et la maman, ils ne s'occupent pas des enfants. Quand on est crapaud ou poisson, on se débrouille, il n'y a pas le papa et la maman qui viennent nous expliquer comment il faut faire. Et puis, chez certains animaux, alors il n'y a que la mère qui s'occupe des enfants. Bon, chez les chats ou chez les chiens, le papa, il s'en biche un peu. Même d'ailleurs, chez les chats, le papa, il a tendance à manger les petits. Voilà. Et puis, il y a des animaux où il y a le père et la mère qui s'occupent des petits. Par exemple, le cas des oiseaux. Alors, chez les hommes, nous avons des caractéristiques biologiques particulières. Nous sommes particulièrement fragiles à la naissance. C'est-à-dire que vraiment, si on nous abandonne à la naissance, on ne s'en sortira pas. Alors que les autres animaux, ils arrivent à survivre. Deuxièmement, nous sommes des animaux à évolution lente. C'est-à-dire que pour atteindre la maturité, il faut 16-18 ans. Et puis ensuite, nous sommes des êtres complexes. Nous avons une intelligence qu'il faut développer. Voilà, donc finalement, la nature ou la providence ou le bon Dieu, on ne sait pas, a créé donc une structure propre à l'espèce humaine qui est la structure familiale. La famille, c'est d'abord un lien conjugal. Voilà, donc c'est un lien entre deux personnes et ce lien conjugal, il y a trois éléments de ce lien, il y a trois cordes qui permettent au lien de fonctionner. Il y a un lien sexuel. Donc, il y a une relation sexuelle entre les deux personnes. Il y a un lien affectif. Et puis, troisièmement, il y a un lien social, c'est-à-dire que la société reconnaît le lien qu'il y a entre les deux personnes. Donc, il y a des rituels. Par exemple, on se marie. Sur le plan juridique, on crée des droits et des devoirs. Et puis, il y a une alliance entre familles. Voilà. Et donc, ce lien conjugal, il prend, suivant les sociétés, des formes très différentes. Alors, il y a d'abord la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire que dans les sociétés, on considère comme anormal des relations sexuelles entre deux personnes de la même famille. Mais dans certains types de sociétés, l'inceste a été admis. C'était par exemple dans les sociétés égyptiennes. Le pharaon, il épousait sa sœur ou le père épousait la fille. Et puis le degré de prohibition de l'inceste est différent. Par exemple, dans certaines sociétés, on ne peut pas se marier avec son cousin. Dans d'autres, on peut se marier, etc. Donc les personnes à qui on interdit de se marier sont différentes suivant les sociétés. Ensuite, le lien conjugal, il peut être monogame ou polygame, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un homme et plusieurs femmes, donc là c'est la polygynie. Une femme avec plusieurs hommes, c'est la polyandrie, ce qui est très rare. La polyandrie, ça existait chez certaines populations d'Inde ou du Tibet. Et en fait, c'était une polyandrie fraternelle, c'est-à-dire lorsque le mari part loin pour faire du commerce, eh bien, la femme épouse les frères. Voilà. Et puis, on peut envisager la solution de polygynandrie, c'est-à-dire que plusieurs hommes sont associés à plusieurs femmes. Voilà. Donc, dans les sociétés traditionnelles, il y a une différenciation du sexe des conjoints.
Le mariage, par exemple, en France encore, aujourd'hui, un mariage peut être annulé si on constate que les deux personnes sont de même sexe, et il y a toujours le problème du mariage des homosexuels. Bien, le mariage aussi se fait entre vivants, c'est-à-dire que juridiquement, lorsqu'on se marie à quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Dans certaines sociétés, on peut se marier avec quelqu'un qui est mort, et les effets de droit seront comme si le mort était votre époux ou votre épouse. Bon, les sociétés se différencient aussi par le degré de liberté des choix du conjoint. Il y a des sociétés dans lesquelles les mariages sont imposés, et des sociétés où le mariage est libre. Dans les sociétés traditionnelles, le mariage est imposé. C'est par exemple le cas des sociétés musulmanes traditionnelles, mais c'est aussi le cas de la société française, de la société béarnaise au XIXe siècle. Le fait de choisir librement son conjoint est quelque chose de moderne. Ensuite, il y a le problème de la cohabitation, c'est-à-dire est-ce que les époux vivent ensemble ou non. Dans certaines sociétés, il n'y a pas cohabitation, il y a ce qu'on appelle le visiting husband, c'est-à-dire que le mari, hop, il vient et puis après, il s'en va. Il y a aussi le mode de résidence, c'est-à-dire que où vont habiter les époux. Alors, il y a le système virilocal, c'est-à-dire que les époux vivent dans la famille du mari. Il y a le système uxorilocal, la famille vit chez la famille de la mère. Et puis, il y a le système néolocal, c'est-à-dire que la famille ou le couple s'installe dans une résidence différente de celle des parents. Nous, dans les sociétés contemporaines, c'est plutôt un système néolocal. Bon, il y a aussi dans les rapports l'égalité de droit. Est-ce que c'est égal ou inégal? Par exemple, dans certaines sociétés, les droits des femmes ne sont pas les mêmes que les droits des hommes. Il y a aussi le problème de l'obligation de dot. Est-ce qu'il faut une dot? Et si cette dot, qui c'est qui la paie? Est-ce que c'est le mari ou la femme? Bien, il y a aussi le problème de l'autorité. Qui c'est qui détient le pouvoir dans la famille? Alors, il y a des sociétés patriarcales dans lesquelles ce sont les hommes et les pères qui possèdent le pouvoir, et puis les sociétés matriarcales, là où ce sont les femmes. Historiquement et ethnologiquement, les sociétés matriarcales sont difficiles à trouver. Et puis aussi dans les rapports entre les époux, est-ce que le divorce existe ou non? Il y a des sociétés dans lesquelles le divorce n'existe pas. Salle de bain. Déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis? Fourchette au poing, l'air abruti, La sauce tomate sur son gilet. Quand ils sont beaux, Ils sont idiots quand ils sont vieux. ils sont affreux. Quand ils sont grands, Ils sont feignants. quand ils sont petits, Ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Devenez serpent chez un bougnard. Et puis des singes, et puis des chats. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gaillards. Soyez radeuses, avenue du bois. Mais vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais? Se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont belles, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, Ils gardent l'artiche. quand ils sont durs, Ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. mettez vos robes de gala. Allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîcheur au matin. À 50 ans, ça servira à vous payer des bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. La tête, ça sera si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez Ensuite, il y a le lien de filiation. Voilà, le lien de filiation, donc, c'est
telle personne est mon père ou ma mère. Alors le lien de filiation, il y a deux éléments. Il y a un lien génétique, c'est-à-dire vous êtes père ou mère lorsque vous avez transmis vos gènes, mais il y a aussi un lien social, c'est-à-dire que est considéré comme parent celui qui est responsable de l'enfant, qui a de l'autorité sur lui, qui l'éduque et qui lui transmet l'héritage. Donc il peut y avoir séparation entre les deux. On peut très bien, il y a des sociétés dans lesquelles le géniteur n'est pas le père, c'est-à-dire le père c'est celui qui a le lien social et le géniteur c'est lui qui transmet le lien génétique. Bon, par exemple dans le cas de la procréation assistée, le géniteur n'est pas le père. La génitrice n'est pas forcément non plus la mère. Dans le cas d'une adoption, le lien social c'est la mère, mais le lien génétique, c'est la génitrice. Pour l'autorité aussi, quel est le rapport qui existe? Est-ce qu'on est dans un système avec une autorité forte, où les parents ont une forte autorité sur les enfants, ou au contraire dans le système faible, où il y a peu d'autorité des parents sur les enfants? Et puis le problème, c'est de savoir qui possède le pouvoir au sein de la famille. Est-ce que c'est le père? Par exemple, longtemps, il y a eu l'autorité paternelle. Maintenant, on est passé à l'autorité parentale depuis les années 70. Bon, il y a aussi des problèmes dans le lien de filiation. C'est évidemment la transmission du nom. Et chaque société a ses propres règles. Nous, les Français, nous transmettions le nom du père, mais maintenant on peut ajouter le nom de la mère. Les Espagnols ont un système différent. Chaque société a des règles différentes dans ce qui concerne les transmissions du nom. Et puis enfin, il y a les règles de transmission des biens. Est-ce que les biens se transmettent à égalité? Est-ce que l'héritage se fait de façon patrilinéaire ou matrilinéaire? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les pères qui transmettent ou les mères? Ou est-ce que c'est une transmission indifférenciée, c'est-à-dire que c'est le père et la mère qui transmettent. Et enfin, un lien de germanité. Voilà, alors germanité, ça veut dire qu'on a un lien de fraternité. Et alors là aussi, il y a deux types de liens. Il y a le lien génétique, on est frères parce qu'on est issus des mêmes parents, mais aussi il peut y avoir un lien social, c'est-à-dire on considère quelqu'un comme son frère, bien qu'il ne soit pas génétiquement son frère. Alors les formes du lien de germanité, eh bien, le problème central, c'est l'égalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une égalité entre les filles et les garçons? Dans certaines sociétés, il y a une inégalité, par exemple le système musulman. Et puis, est-ce qu'il y a une égalité entre l'aîné et les cadets? Par exemple, dans le système traditionnel, la Révolution de 89, eh bien, les aînés étaient avantagés par rapport aux cadets. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là. L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait au de bon vieux. C'est la minute d'émotion, ah quel bonheur, à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera.
pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Quelle est la source du lien de filiation mère-enfant? Voilà, alors le problème que se sont posés les sociologues, c'est est-ce que c'est un lien naturel ou un lien social? Alors il y avait Madame Elisabeth Badinter qui a écrit un livre qui s'appelle L'amour en plus, et dans ce livre, elle contestait l'existence de l'instinct maternel comme une tendance innée et puissante commune à tous les êtres vivants. Le sentiment pour elle n'était pas inné, il n'est pas partagé par toutes les femmes. Voilà ce qu'elle écrit dans son livre. À parcourir l'histoire des attitudes maternelles, naît la conviction que l'instinct maternel est un mythe. Nous n'avons rencontré aucune conduite universelle et nécessaire de la mère. Au contraire, nous avons constaté l'extrême variabilité de ses sentiments, selon sa culture, ses ambitions, ses frustrations. Comment dès lors ne pas arriver à la conclusion, même si elle s'avère cruelle, que l'amour maternel n'est qu'un sentiment et comme tel essentiellement contingent. Ce sentiment peut exister ou ne pas exister, être et disparaître, se révéler fort ou fragile. Privilégier un enfant ou se donner à tous. Tout dépend de la mère, de son histoire et de l'histoire. Non, il n'y a pas de loi universelle en cette matière qui échappe au déterminisme naturel. L'amour maternel ne va pas de soi, il est en plus. Voilà, donc Elisabeth Badinter niait l'origine biologique de l'amour maternel, disant que c'était une création culturelle. Voilà, et aussi elle développe l'idée aussi de l'amour qu'on a vis-à-vis des enfants en disant que la place de l'enfant avant le XVIIIe siècle n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Qu'avant le XVIIIe siècle, l'enfant faisait peur, hein, il était marqué par le péché originel, et le mot éducation vient de educare, ce qui veut dire redresser ce qui est tordu. Hein, donc l'éducation doit être marquée par la froideur et la dureté. L'enfant fait preuve de faiblesse de la raison, comme disait Descartes, il suce le préjugé au lait de sa nourrice. L'enfant gêne, on le met en nourrice, on l'abandonne, il y a des infanticides, il est méprisé, la médecine ne s'intéresse pas à lui, il n'est pas dans la littérature, il est oublié. Par exemple, lorsque les parents doivent enterrer un enfant, eh bien, ils sont absents. On a beaucoup de lettres de curés se plaignant de l'absence des parents. L'amour est sélectif selon le sexe, la place. Les gouvernantes et les précepteurs sont utilisés. Il y a une mise en pension. Voilà, donc Elisabeth Badinter dit, si on regarde l'histoire, on se rend compte que l'amour pour les enfants est une création pratiquement même du XVIIIe siècle. Il dit que c'est, bon, d'abord la démographie, tout d'un coup on a eu des préoccupations démographiques, et puis il y a surtout Jean-Jacques Rousseau qui a une philosophie du bonheur, de l'égalité, de la confiance dans la nature, et qui présente la femme idéale, qui est Sophie, qui dit le pot, le rôt, les marmots sont toute la gloire, la dignité et le plaisir de la femme. Et donc on a développé l'aspect femme, mère, aimante et sacrifiée. Donc pour Elisabeth Badinter, l'amour maternel est une création sociale, il n'a pas de fondement biologique. La famille a un rôle central dans la socialisation. Ah oui, même, c'est le rôle essentiel, et il faut signaler donc que les socialisations sont différentes suivant les familles. Je prendrai comme exemple le film « La vie est un long fleuve tranquille ». Alors dans « La vie est un long fleuve tranquille », vous savez, il y a deux familles, il y a les Groseilles, il y a le Quesnoy. Alors les Groseilles, ils jouent aux cartes, ils regardent la télé. Les Lequesnoy, eux, ils jouent du piano et puis ils ont un bateau. Et puis du point de vue culture, langue et valeurs, chez les Groseilles, on se fait plaisir, on est dans la transgression de la loi, on rejette l'école, on fait valoir la spontanéité. Alors que chez les Lequesnoy, eh bien, on met l'accent sur l'ordre, la réussite scolaire, le contrôle des émotions, le respect des traditions, la religion et le travail. Voilà, donc c'est caricatural, mais ça montre bien les modes de socialisation au sein des familles. Che in sollievato leo della tavola
Capite partita Bordeaux, scesi di Sarre, e che mi spiavo, ero che ma, baiacci i sueus, n'aurei pas pro, era mio vito, n'aurei pas pro, desen canzos, en taus tornar, io appetito, par de so qui m'envaia tots, que son los més drets sur la terra, que van tots dos, so caminar, lo camp laurat, que m'encuero, que son los més, los de qui cau, ne hem passat la loteria, n'attendem pas, era del seu, son che dieu, combat lo dia, e de poder dormir la nuit, no sabem pas la gran història, caïda en los xins, aba de grans, més que alguns, de la memòria, tots los qui són passats abans, que són los més drets sur la terra, que van tots dos, so caminar, lo camp laurat, que m'encuero, que són los més, los de qui cau, ne hartan pas, llamei lo monde, son passo ben, se lo giornal, son che cor, ta viene al monde, e ta plegar, che lo desau, son aquí o quan, lo temps estanco, au correder, de l'hospital, entas bregar, las daunos blancos, haces pialos, solies tronaus, que son los més drets sur la terra, que van tots, so caminau, lo camp laurat, que m'encuero, que son los més, los de qui cau, la nuit que cat, sur l'abuelo, en Bordeaux, jo que me'n vau, que ens hagi de buixar-lo veire, més n'hi passó, veire qui plau, ha deixat tots los de casa, si ha tardits, nen soy pa me, que voli dire, en cauquis frasos, so chi no dice pas jamais. La famille joue donc un rôle fondamental dans la socialisation des individus et la façon dont la famille fonctionne permet d'expliquer des phénomènes historiques et sociaux fondamentaux. C'est ce que développe Emmanuel Todd dans une série d'ouvrages, La troisième planète, L'enfance du monde et le destin des immigrés. Alors, il dit que les familles sont organisées suivant des types familiaux fondamentaux. Donc, il fait la distinction entre famille nucléaire, qui se réduit aux parents et aux enfants, et la famille élargie, où il y a cohabitation entre les générations.
À l'intérieur des familles élargies, il distingue la famille souche, où il y a cohabitation entre générations, l'autorité est patriarcale, et il y a inégalité entre les frères en ce qui concerne les héritages. C'est par exemple la famille fondamentale en Béarn. Et puis la famille communautaire, dans laquelle il y a cohabitation, autorité du père, mais égalité entre les enfants, puisque la propriété est communautaire. Donc, on peut donc classer les types de familles suivant 2 axes, l'autorité, la liberté, l'égalité et l'inégalité. Par exemple, dans la famille souche, il y a une autorité forte du père, mais il y a inégalité entre les enfants. Dans la famille communautaire, il y a autorité du père, mais il y a égalité entre les enfants en ce qui concerne les héritages. En ce qui concerne la famille nucléaire, eh bien, il y a l'autorité est faible et il n'y a pas égalité entre les parents. Voilà. Ces types de familles sont majoritaires dans certaines zones géographiques. Et ces types de familles permettent d'expliquer un certain nombre de phénomènes historiques et sociaux fondamentaux. Par exemple, l'implantation du protestantisme. Pour Luther et Calvin, Dieu est tout-puissant et il traite les croyants de façon inégale, c'est-à-dire il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Donc il est autoritaire et inégalitaire. Cette image est en correspondance avec l'intériorisation des normes de la famille souche. Donc, selon Todd, les régions d'expansion du protestantisme correspondent aux zones où la famille souche est dominante. C'est en particulier le cas du sud-ouest de la France ou de l'Allemagne. Il explique aussi la dominance politique suivant les pays. Dans le cadre de la famille nucléaire, il n'y a pas égalité entre les enfants, mais il y a peu d'autorité des parents sur les enfants. Cela correspond à l'idéologie libérale, dans laquelle on accepte l'inégalité et on refuse l'autorité. Et selon lui, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont des pays qui ont connu une dominance du libéralisme parce que la forme de famille était la famille nucléaire. Dans la famille souche, il n'y a pas d'égalité, il y a autorité. Alors il dit par exemple que l'Allemagne a été sensible au fascisme ou au nazisme parce que dans le nazisme et le fascisme, il y a inégalité fondamentale entre les êtres, en particulier à cause des races, et puis il y a l'autorité. Donc il dit l'Allemagne était prédestinée à accepter plus facilement le fascisme que d'autres pays. Et en ce qui concerne la famille communautaire, qui est à la fois égale et autoritaire, il dit que ça correspond à des zones comme la Russie et la Chine qui ont été communistes. Donc il dit que le communisme s'est implanté en Russie et en Chine parce que la structure familiale correspondait à l'idéologie communiste. En ce qui concerne le racisme, il dit que dans la famille souche, on considère qu'il y a inégalité entre frères, ce qui fait que les gens pensent spontanément que les hommes sont inégaux puisqu'il y a inégalité entre frères. Donc ils acceptent le différentialisme et donc ils considèrent que l'inégalité est quelque chose de fondamental, et donc c'est le cas de l'Allemagne, des Basques ou des Juifs qui se considèrent comme particuliers avant d'être universels. Au contraire, dans le cas de la famille nucléaire, où on voit les frères comme égaux, on a tendance à voir les étrangers comme d'abord des hommes égaux, donc on fait référence à l'universalisme, et donc plutôt au droit du sol plutôt qu'au droit du sang. C'est selon lui le cas de la France centrale. Voilà. En ce qui concerne l'intégration des immigrés, il se pose la question pourquoi les musulmans ont du mal à s'intégrer en Europe. Alors il dit que c'est dû à la différence des systèmes familiaux. En France, le système familial est fondé sur l'égalité juridique entre l'homme et la femme, l'égalité entre frères, et l'endogamie. Et l'endogamie, on se marie à l'extérieur, enfin on accepte de se marier à l'extérieur de son groupe social. Au contraire, dans l'islam, il n'y a pas d'égalité entre frères et sœurs, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, et il y a une forte endogamie, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les enfants se marient dans leur milieu. Donc il dit que le système familial musulman fondamental étant en opposition avec le système familial dominant en France, il y a des difficultés d'intégration. Il dit « L'existence d'hommes à l'apparence physique différente ne pose pas de problème, c'est leur système familial est compatible avec celui de la société dominante. » Voilà,
Si vous voulez approfondir cette question qui pose évidemment beaucoup de problèmes, vous pouvez lire donc La troisième planète, l'enfance du monde et le destin des immigrés aux éditions du Seuil. La conclusion sur la famille, eh bien, elle joue un rôle fondamental dans la formation de l'individu et puis c'est une structure universelle qui peut prendre, nous l'avons vu, des formes très différenciées. Mettre le monde en statistique, nouvelle maladie chronique, société passée à la loupe, que l'on décortique, qu'on découpe en catégories, pourcentage, frénésie, folie des sondages, humanité, mode d'emploi, graphique, barèmes et quotas.